Le 12 avril 1992, il y a 30 ans, Disneyland Paris voit le jour. 2230 hectares, 59 attractions, 7 hôtels, 59 restaurants. Le tout ouvert 365 jours par an, du jamais vu. Je me souviens être allé avec un casque de chantier voir le château, la Belle au bois dormant qui sortait de terre. 30 ans de magie. On pénètre au cœur de la féerie. On pénètre au cœur du dessin animé pour moi, quand on passe les portes. 30 ans de spectacles grandioses. Cette scène est immense, il faut être toujours au top. 30 ans d'émerveillement. D'abord, il y a ce retour en enfance, il y a les sensations fortes. Je vous mets au défi de me trouver un petit garçon ou une petite fille française ou français qui ne connaît pas Mickey ou Minnie, c'est impossible. C'est impossible. 30 ans d'attractions plus incroyables les unes que les autres. Je n'ai jamais enlevé mon écharpe rouge de ma vie, mais dans certaines attractions, je la noue qu'elle ne s'envole pas. Et pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, Disneyland Paris n'a pas regardé à la dépense. On utilise des fontaines, on a du brume, donc on peut créer un nuage. On peut même faire disparaître le château si on veut avec des nuages. On a l'impression d'être dans un film d'Avatar. C'est encore une autre dimension qui était innovante. Plus fréquenté que la Tour Eiffel, le Louvre ou le Château de Versailles, le parc a attiré depuis 30 ans 375 millions de visiteurs. Et pourtant, en 1992, personne n'y croyait. Et Jacques Lang, le ministre de la Culture, refuse d'inaugurer le parc pour montrer que ce n'est pas un lieu de culture. On a parlé d'abandon de la culture française au propos de cette culture Mickey-Coca-Cola qui allait nous décérébrer et nous envahir. Mais alors, quel est le secret du succès de Disneyland Paris ? Qu'est-ce qui le rend unique par rapport aux autres parcs Disney dans le monde ? La France, c'est Versailles, c'est le Louvre, c'est Chambord et aujourd'hui, c'est le Château Rose de Marne-la-Vallée. Fait exceptionnel, Disneyland Paris a accepté de nous ouvrir ses coulisses. Spectacles, costumes, pâtisseries, nous avons pu suivre dans le plus grand secret la préparation de ce 30e anniversaire. Il faut savoir qu'on fait les mêmes desserts tous les jours, on fait du frais tous les jours. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Notre enjeu, c'est d'avoir un parc qui soit un peu toujours le même 365 jours par an. Et vous allez découvrir comment le royaume enchanté de Mickey est devenu en 30 ans l'un des endroits les plus populaires au monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux personnalités dans le monde qui sont unanimement connues. La reine d'Angleterre et Mickey Mouse. Moi, je suis un mordu de Disney. Quand tu arrives dans le parc et que tu rencontres tes personnages, ça me le fait encore aujourd'hui. J'ai encore ce petit truc, donc la magie, elle marche. Disney, d'évidence, est rentré dans la culture populaire. C'est sans doute l'un des faits culturels majeurs de l'Occident au XXe siècle. « 5 mars 2022. Aucune star ne manque à l'appel pour l'anniversaire des 30 ans du parc Disneyland Paris. Les acteurs Audrey Lamy, Guillaume Canet, le chanteur Gims, le champion du monde de football Zinedine Zidane ou encore les influenceuses Léna Situation ou Natou. On adore danser. Tous ont souhaité être présents pour donner le coup d'envoi des festivités et fêter en grande pompe l'anniversaire de Disneyland. Moi, je suis un mordu de Disney, de base, donc quand tu arrives dans le parc et que tu rencontres tes personnages, c'est autre chose. Et ça me le fait encore aujourd'hui, j'ai encore ce petit truc, donc la magie, elle marche. C'est beaucoup de fun, c'est de la magie évidemment. Et je l'ai vécu en étant petit, je l'ai vécu en étant plus grande, je l'ai vécu en ramenant mon petit frère, etc. Et à chaque fois, c'est une émotion qui est assez particulière. C'est les couleurs, c'est l'énergie qu'il y a, quoi. Enfin voilà, quoi. C'est le cas pour moi. C'est un grand souvenir d'être là aujourd'hui, encore une fois, 20 après, avec mes enfants qui ont grandi depuis. On vient avec des enfants qui découvrent les personnages, qui découvrent les attractions. Et donc oui, c'est encore plus magique. Quoi. Oh là là, il est encore amoureux de moi, encore un de plus. Eh oui, je le sais. Oh écoute, arrête, moi aussi je t'aime. Je te suis depuis des années. Merci d'être là. Je lui disais, pour le 30e anniversaire, là, c'est incroyable, il est sapé comme jamais. C'est le personnage peut-être le mieux habillé, là, du parc. Regardez comme il a marié les couleurs, c'est incroyable. Regardez le chapeau, le détail. On y est, là. Joyeux anniversaire, Disneyland Paris. Disneyland Paris, je vous souhaite un excellent anniversaire. Merci pour tout. Dépassant les plus grands monuments français, Disneyland est le lieu le plus visité en Europe. Mais c'est aussi, depuis 3 décennies,
une destination tendance et glamour. Disneyland Paris, c'est un endroit people. Les plus grandes vedettes y vont. Les stars américaines, quand elles viennent en Europe, peuvent y aller. Les champions du monde de foot sont allés célébrer leur coupe, évidemment, à l'Élysée et sur les Champs-Élysées, mais ils sont aussi allés à Disneyland. Et puis les stars, pourquoi elles se font prendre en photo à Disneyland? Parce que c'est l'endroit le plus instagrammable qui existe en France, je pense. Donc c'est quelque chose qui est effectivement rentré maintenant dans les mœurs, et puis 30 ans après, effectivement, c'est devenu un lieu important où il faut être. Le royaume de Mickey est également devenu un moyen d'expression pour les personnalités qui peuvent y faire passer des messages. Nous sommes en 2007. Peu de temps après son élection, le président de la République, Nicolas Sarkozy, choisit le parc pour officialiser sa relation avec la chanteuse Carla Bruni. C'est pas un hasard d'avoir choisi cet endroit. Pourquoi? Parce que Disneyland Paris, c'est d'abord un endroit familial. Nicolas Sarkozy, en allant à Disneyland, dit aux gens « Moi, je suis comme vous. Il n'y a pas une famille en France qui ne rêve pas à un moment donné de faire le voyage et d'aller à Disneyland. Mais moi, c'est pareil. » Politique, people, anonyme, tout le monde veut franchir au moins une fois les portes de ce parc unique. Et Disneyland Paris va encore plus loin. Depuis 2017, les visiteurs ont la possibilité d'y célébrer leur mariage à partir de 25 000 €. Mais cette année, cerise sur la pièce montée, le parc propose à l'image du mariage de Maria Carey de vous escorter dans le carrosse de Cendrillon. Entièrement réalisé à la main et orné de plus de 13 000 cristaux et 2000 feuilles d'or. Oui, Disney, c'est un spectacle gigantesque. Le spectacle, il n'est pas seulement sur scène, il est partout. Partout où vous allez. Ils ont poussé ce sens du détail, cette envie de bien faire. Mais Disneyland Paris, c'est aussi des millions de visiteurs depuis 30 ans. Tous recherchent dans le parc une évasion que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Je ne sais pas vous ce que vous ressentez quand vous allez à Disneyland, mais moi je regarde pas mes mails et j'imagine pas qu'il puisse y avoir quelque chose à l'extérieur. Et l'espace d'un instant, soyons réalistes, ça fait du bien. Regardez les yeux des enfants. Et là, vous aurez tout compris et vous ne serez plus du tout sceptique. Moi, j'y suis allé la première fois très peu de temps après l'ouverture, parce que mon fils avait quelques mois, et j'ai été subjugué. J'y suis allé en 30 ans, plus d'une centaine de fois. Ce sont des souvenirs absolument magiques. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'après ma fille a eu les mêmes souvenirs, après ma belle-fille qui a 2 petits garçons ont eu les mêmes souvenirs, donc on se passe le relais comme ça de génération en génération. En fait, Disneyland, c'est un passeur de relais. C'est à la nuit tombée que Disneyland Paris revêt ses habits de lumière. Le parc offre à ses visiteurs l'un des moments les plus attendus de la journée. Illumination, un spectacle son et lumière avec pour scène principale le château de la Belle au bois dormant. On utilise des fontaines, on a du brume, donc on peut créer un nuage. On peut même faire disparaître le château si on veut avec des nuages. On a des lasers, on a des vidéoprojecteurs qui englobent le château. On a toutes les lumières qui sont sur les fontaines, dans les arbres, on a de la lumière partout. Tout le parc est la scène. On arrive à reconnaître quand même le travail, la technique aussi qui est utilisée. Et puis on est parti dedans, on s'émerveille. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. La fin de la journée, ils sont venus tôt le matin, mais pour moi, c'est la finale de la journée à Disneyland Paris. Mais pour ses 30 ans, le parc a décidé d'aller encore plus loin pour surprendre les fans. Les équipes ont planché pendant 8 mois non-stop. Nous sommes en train de préparer une nouvelle séquence de magie à la pointe de la technologie. Le show nocturne habituel projeté sur le château propose une nouveauté unique au monde à Disney. Un balai volant de 150 drones lumineux. À quelques jours du lancement, Ben Spalding, le producteur des spectacles nocturnes, est fébrile. La synchronisation doit être parfaite, les figures réalisées à la seconde près. Et c'est quelque chose, on n'a jamais vu, ça c'est sûr.
et c'est quelque chose qu'on peut voir de très loin. Imaginez que vous puissiez prendre le pouvoir sur les étoiles et les agencer comme vous voulez pour décider des choses dans le ciel. Et maintenant, on a juste hâte de voir la réaction des visiteurs pour célébrer ce 30e anniversaire. Et les ingénieurs ont notamment peaufiné l'ultime figure, le point d'orgue du spectacle. Les drones sont censés reproduire le mythique visage de Mickey Mouse. Alors, un drone lumineux, c'est un drone standard qu'on peut acheter dans le commerce. La seule adaptation qui est faite, c'est qu'au lieu d'avoir une caméra à la tête, ils enlèvent ça et ils mettent un source lumière. Donc il y a 9 points LED qui sont derrière ce boule en plastique qui ensuite fait la diffusion de la lumière. Et dedans, ils font aussi un petit peu de magie, leur magie, dans la partie contrôle, commande de drone à l'intérieur. Et quand j'ai vu le logo du 30e anniversaire, qui est quand même magique, hein, cette tête de Mickey, 30, c'est super. Je me suis dit, ça serait bien de le mettre dans l'air. Et le résultat est bluffant. Disneyland Paris a vu grand avec ce nouveau bijou de l'innovation. C'est exactement dans l'esprit de Walt Disney. Il a toujours cherché à innover, il a toujours cherché à aller de l'avant avec des nouvelles idées, des nouvelles techniques et une nouvelle façon de raconter les histoires. Ben Spalding a intégré Disneyland Paris il y a 30 ans comme maître nageur dans les hôtels. Alors la réaction des visiteurs est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'ils pouvaient espérer. Et honnêtement, on était tous un petit peu stressés, on peut le dire. Et ça arrive dans le ciel. Et honnêtement, tout de suite, c'est tombé de moi. J'étais super. Pouvoir partager ce moment avec des gens, c'était génial. Et de voir les enfants, les adultes, les gens pleurer, il n'y a rien de mieux. Hein. Pleurer de joie, bien sûr. 30 ans, ça se célèbre aussi en musique. Là encore, les équipes Disney ont voulu frapper fort. Un nouvel hymne a été composé et orchestré spécialement pour le trentenaire du parc, dans le mythique studio où ont enregistré les Beatles, le studio d'Abbey Road, à Londres. Alors, l'émotion que je garde moi avec cette musique, c'est Dream Bigger, c'est rêver plus loin, plus grande. Ça, c'est pour moi, c'est notre travail, hein, c'est de toujours regarder plus loin. C'est vrai, Disney et cette chanson, c'est pour que les gens regardent vers le futur. Voilà, va vers l'avant, va à l'avant. Believe in your dreams. Depuis les premiers dessins animés, la magie Disney s'accompagne en musique avec près de 300 chansons, dont de nombreux tubes. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Airs joyeux, romantiques ou épiques, les mélodies chez Mickey sont souvent entêtantes. Il y a une chanson que j'adore, que je trouve magnifique, c'est Quand on prie sa bonne étoile, dans Pinocchio, quand il prie la fée bleue et qu'il se transforme en vrai petit garçon, ça fait Quand on prie sa bonne étoile. Cette chanson-là, mais juste les frissons. Et à Disneyland Paris, la musique accompagne les visiteurs partout. Si vous rentrez chez vous avec un air persistant en tête, ce n'est pas par hasard. La musique, elle est omniprésente à chaque endroit du parc. Elle est composée déjà par de vrais compositeurs, des arrangeurs, des orchestrateurs, qui vont trouver des mélodies qui sont des vraies belles mélodies qui se développent en fonction des différentes zones du parc. On en a dans les boutiques, on en a dans la rue, dans Main Street, on les a dans les attractions. Mais tout ça, c'est pensé finalement comme un film et comme un immense film interactif. Mais ce qui fait aussi le succès de Disneyland Paris depuis 30 ans, ce sont ses 59 attractions. À Frontierland, pour vivre parmi les cow-boys. À Discoveryland, pour rêver du futur et de nouveaux horizons. À Fantasyland, pour se plonger dans un conte de fées. Ou à Adventureland, pour se lancer dans une épopée héroïque. Chacun peut s'y retrouver. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le train. Et notamment le souvenir du train de la mine avec Anne. Mesdames, Messieurs,
Nous voici dans une situation périlleuse. Anne, c'est l'heure du monde merveilleux de Walt Disney. Nous partons pour le Far West et la diligence. Où ils avaient fixé les caméras. Et moi, je me suis dit, j'espère qu'elles sont bien attachées, que j'en prenne pas une dans la gueule, parce que ça bouge. Hein. Mais j'adorais cette attraction. Et puis, évidemment, la maison de l'horreur. C'était impressionnant avec ce sol qui descendait. Mon attraction préférée dans le parc, c'est Pirates des Caraïbes. Vous retombez un peu en enfance, on peut rien vous faire, on peut pas vous atteindre, vous êtes injoignable, vous êtes ailleurs, dans un autre monde. Tous les espaces dans le parc sont vraiment faits pour convenir à tout le monde, à tous les âges, à toutes les personnalités. Mais que savez-vous de vos attractions préférées? Certaines, incontournables, alimentent les légendes les plus folles. Comme les tasses d'Alice au Pays des Merveilles. En fut un temps, quand on allait faire les tasses, il y avait 2 tasses, notamment une, la violette, qui était mythique, parce que celle-là, elle tournait beaucoup plus vite que les autres. On se précipitait, c'était le premier à arriver pour rentrer dedans. Il y avait des bousculades des fois, parce qu'on allait vraiment très très vite par rapport aux autres tasses. Ce n'est plus le cas. Un jour, il y a eu une grande rénovation qui a été faite, et elles sont toutes à la même vitesse à l'heure actuelle. Autre attraction historique du parc Disneyland Paris, le train de la mine à Frontierland. Vous ne les avez peut-être jamais remarqués, mais des animaux bien particuliers s'y cachent. Il y a ce passage sous le lac qui crée une expérience encore différente, qui crée des émotions encore différentes, puisque ça fait un petit peu plus peur. Puis quand on est sur le retour, on croise des chauves-souris aussi à cet endroit-là. Donc ça rajoute à la fois aux émotions et à l'histoire qui nous est proposée. Toujours à Frontierland, Phantom Manor abrite elle aussi un effrayant occupant. Et ce qui est intéressant aussi, notamment en nocturne, c'est de voir Mélanie, qui était la fille du propriétaire. On peut la voir apparaître aux fenêtres aussi. Et ça, ce n'est pas un mythe, c'est un fait. Disneyland Paris, là, sa force, c'est vraiment l'ambiance qui est autour. C'est pas seulement une attraction, c'est une ambiance. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour vivre d'autres sensations fortes, l'une des attractions les plus populaires est celle d'Indiana Jones. Ouverte en 1993, saviez-vous qu'elle ne devait être que provisoire ? À l'origine, elle devait servir à désengorger les files d'attente du train de la mine, situé juste à côté. Mais l'attraction Indiana Jones est très vite victime de son succès grâce à un ingrédient décoiffant unique dans un parc Disney, un looping vertical incluant une inversion à 360 degrés. C'était la première fois qu'on faisait un looping intégral dans un parc d'attractions. Mais c'est extrêmement impressionnant de voir l'inventivité de Disney pour faire ces attractions de grande qualité. Mais une attraction ne commence pas au moment où on s'y installe, elle débute dans la file d'attente. Parcours incontournable pour tout visiteur du parc. Moi, une grande partie de mon plaisir quand je vais dans ce parc, c'est de regarder. Non pas pendant l'attraction, mais avant, pendant que j'attends. Il va y avoir plein de choses à voir, à toucher, à regarder, à écouter, voilà. Ce sont ces myriades de détails, d'objets qui font pâlir d'envie tous les décorateurs de théâtre. On pourrait presque faire demi-tour et pas faire l'attraction, on en aurait eu quand même plein les yeux. Et ça participe aussi de vous mettre dans l'ambiance avant d'arriver à l'attraction elle-même. Et puis, bien sûr, de faire patienter, hein, parce que des fois, on fait 1 heure, 2 heures de queue pour une attraction qui dure 5 minutes, même pas. Depuis 3 décennies, Disneyland Paris n'a cessé d'investir dans de nouvelles attractions, toutes plus incroyables les unes que les autres. Et le royaume de Mickey n'est pas prêt de s'arrêter là. En réalité, si vous regardez le parc d'il y a 30 ans et le parc d'aujourd'hui, ça n'est plus le même. Certes, il y a les bases, il y a le château, il y a Main Street, etc. Mais petit à petit, on évolue. Petit à petit, quelques attractions en douce, discrètement, disparaissent pour laisser la place à d'autres. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses, mais rendez-vous dans 30 ans, si vous voulez. Disneyland aime se renouveler. Et pour son anniversaire, il ne déroge pas à la règle. Pour les 30 ans du parc, Disneyland met à l'honneur la France. Au pays de la mode et de la haute couture, la firme Disney s'est mise sur son 31. 2000 lignes de strass, 700 mètres de tissu imprimé et plus de 190 bijoux. Le parc sort ses plus beaux habits de fête pour un show de jour plus scintillant que jamais. Il
Et avec le 30e anniversaire, Mickey et tous ses amis revêtent des costumes et proposent des spectacles avec une énergie complètement nouvelle, complètement renouvelée, quelque chose de profondément actuel. Puis il y a cette magie du détail dans les costumes, les accessoires, qui fait que là encore, on est totalement dans la transposition. Jamais on ne voit le monde réel affleurer sous le monde Disney. Le tout nouveau spectacle est un défilé grandeur nature, mettant en scène 30 personnages Disney et des danseurs, avec de nouveaux chars hauts en couleur. J'ai essayé de faire ce principe des feuilles de papier et puis essayer de travailler sur une idée de la couleur avec de la transparence en espérant que le soleil, eh bien, il y ait des projections au sol comme ça. C'est un peu comme dans une église avec les vitraux. C'est le même principe, quoi, voilà, mais d'une manière beaucoup plus simple. On a une division spectacle à Disneyland qui est extrêmement importante avec des danseurs, des chanteurs, des acrobates qui offrent un spectacle quasi permanent. Il est 10h du matin. Et dans quelques minutes, les danseurs se produiront sur Main Street pour le premier show de la journée. Et chaque jour, c'est le même entraînement pour la troupe. On a cette charge d'adrénaline, d'émotion, parce qu'on ne sait jamais comment un spectacle va sortir. Du coup, on se pose toujours la question, est-ce que tout va bien se dérouler? Jusqu'à là, ça va? Mathieu, 36 ans, danse depuis 7 ans pour Disneyland Paris. Avec 4 spectacles par jour, le rythme est soutenu, mais le jeune homme ne s'en lasse pas. J'ai toujours cette même émotion, tous les jours est assez différent. Le contexte, il faut s'habituer à tous ces visiteurs qui sont tout autour de nous. Cette scène est immense et il faut être toujours au top. Et Mathieu se souvient dans le moindre détail de sa première visite au royaume de Mickey. Mon père m'y a amené il y a 30 ans maintenant, en 92, à l'ouverture. Ça a été pour moi une révélation. J'ai été émerveillé de voir ce lieu si particulier, de voir tous ces décors, ces danseurs, ce spectacle en particulier qui était La Belle et la Bête. Et je me suis dit un jour, je voudrais être sur cette scène et pouvoir participer à mon tour à un spectacle. C'est un rêve d'enfant qui se réalise, qui se concrétise et c'est magique, c'est devenu incroyable pour moi de pouvoir vivre 30 ans après un show qui célèbre donc l'anniversaire de Disney et c'est fou. Tenue du jour, la tenue aujourd'hui, pour les 4 shows de cette journée. Il y a plein de couleurs, c'est le thème aussi de cet anniversaire, c'est festif. Pendant ce temps, sur Main Street, Bundy veille aux derniers détails avant le show. Solène, vous commencez à faire la ligne de guest? Son rôle, encadrer chaque spectacle. S'il vous plaît, sur les côtés, s'il vous plaît, messieurs, dames. Mais pas seulement, car chez Disney, assurer la sécurité des visiteurs doit se faire obligatoirement dans la bonne humeur. C'est vrai que les visiteurs qui viennent très souvent, ou même les petits, avant le spectacle, du coup j'ai des collègues qui dansent un petit peu avant et ils apprennent avec les collègues, donc ça c'est super mignon, ça fait interagir tout le monde. C'est vraiment intergénérationnel, il y a papy, mamie, comme petits-enfants, comme maman, papa, qui sont justement enthousiasmés et puis je pense que vous découvrirez que cette chanson et cette musique-là est assez entraînante. Donc vous-même, je pense que vous allez danser. En coulisses, derniers ajustements sur sa tenue, Mathieu est prêt à entrer en scène. Allez, c'est pas tout, il faut y aller maintenant. Et dès les premières notes, la magie opère. Pendant 20 minutes, les 75 employés dédiés à ce nouveau show des 30 ans sont déterminés à faire rêver le visiteur. Personnages, danseurs, responsables de la sécurité, aucun droit à l'erreur n'est permis.
Fin du show. Le pari est réussi, le public est conquis. C'était très beau. Les enfants ont eu des paillettes plein les yeux. Moi j'ai 40 ans, donc j'avais 10 ans quand ça a ouvert. Donc pour moi, d'être là 30 ans après, c'est incroyable. Des souvenirs plein la tête, avec quelques pas de danse en prime. Le beau et le rêve, c'est l'obsession de Disney. Et ce, dès le 12 avril 1992, quand le parc est officiellement inauguré à Marne-la-Vallée. À cette occasion, une grande cérémonie d'ouverture est organisée et diffusée à la télévision dans le monde entier. Aux commandes de ce prime time en direct, l'animateur star Jean-Pierre Foucault et le chanteur David Hallyday. Ça, David Hallyday. Où sommes-nous donc? Nous sommes en France, à Euro Disneyland, si. Mais je ne crois pas, parce que j'ai eu l'impression d'une immersion totale en arrivant. C'est vrai, on se croirait aux États-Unis en ce moment. Un parterre de stars défile pendant plus de 2 heures. Et lorsque ce fameux 12 avril est arrivé, il y avait des moyens considérables de télévision, parce que nous étions, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40 ou 50 pays à retransmettre la cérémonie en direct. Et c'était véritablement magique. Et j'en garde ce souvenir parce que pour moi, c'est un élixir de jeunesse. Moi, je suis comme Mickey, j'ai pas envie de vieillir. Mais après l'ouverture en grande pompe du royaume de Mickey, la Walt Disney Company se rend compte qu'il n'est pas si simple d'implanter un parc américain en France. Très vite, on s'inquiète parce que dès les premières semaines, c'est pas du tout la fréquentation attendue. Et en haut lieu, on commence sérieusement à se poser la question, est-ce que les projections n'étaient pas trop optimistes ? En effet, Disneyland Paris peine à se détacher de son image de grosse machine commerciale à l'américaine. Les têtes pensantes doivent donc revoir leur copie, et vite. Le parc décide de fermer certains hôtels et de baisser le prix de ceux qui restent. Il y a trop d'hôtels de luxe, par exemple, et pas assez d'hôtels bon marché. C'est pas cohérent avec le mode de consommation français. La France, c'est le pays des congés payés. C'est prendre la R5 ou la BX avec sa famille pour aller pendant une semaine à Palavas-les-Flots ou je ne sais où, prendre la Nationale 7. Enfin, c'est ça la France aussi. Quand on demande aux Français où est-ce que vous voulez partir en vacances, votre rêve, ils vont dire je vais partir à la mer, je vais partir à la montagne. Quand vous demandez aux Américains où est-ce que vous voulez partir en vacances, 75% répondent dans un parc à thème. La gastronomie, valeur essentielle du patrimoine français, nécessite elle aussi un traitement tout particulier dans le parc. Parmi les adaptations pour s'intégrer davantage à la culture française, on compte la consommation d'alcool au restaurant, chose qui n'existait pas auparavant dans aucun parc Disney du monde. On a pensé que les gens allaient manger des burgers le matin, le midi, le soir, aller boire que du Coca-Cola, sauf qu'on est en France, on aime la baguette, on aime le vin rouge, on aime le vin blanc, c'est comme ça. On ne changera pas et ça fait partie de notre culture et notre identité. La firme américaine doit s'adapter, quitte à changer jusqu'au nom même du parc. En 2002, Euro Disney cède sa place à Disneyland Paris. Un nom plus tendance et qui incarne surtout le charme à la française. Je pense qu'on est aussi dans les années 80, au moment de la signature de la Convention. La question européenne, elle est très forte. Et de toute façon, la clientèle visée était aussi une clientèle européenne. Sauf qu'en fait, le côté euro n'est pas forcément connoté positivement en Europe. Ça apporte vraiment au côté commerce, la monnaie, etc. Et donc très rapidement, ils se sont rendus compte qu'en fait, il faut tabler sur Paris. Parce que Paris est glamour, Paris a une certaine réputation, donc Disneyland Paris en fait était le nom le plus logique. Mais la force de Disneyland Paris depuis 30 ans est de concevoir des attractions et des univers propres à la culture française. Comme par exemple à Discoveryland, l'univers consacré aux innovations et au futur. Saviez-vous par exemple que le parc français est le seul parc Disney à avoir appelé cet espace Discoveryland, le lieu des découvertes, et non Tomorrowland, le monde de demain? Notre parc parisien a quelques particularités qui lui sont propres. Les parcs américains ou asiatiques ont une section Tomorrowland, qui va être la section de l'avenir, du futur. Mais à nous, en Europe, on a Discoveryland à la place, donc on n'a pas de Tomorrowland, on a Discoveryland, qui va être la vision du futur, mais avec un côté ancien. Et pour concevoir ce land, Disney va s'inspirer de célèbres artistes historiques européens.
Parmi les visionnaires les plus anciens, on a forcément Léonard de Vinci, visionnaire de la Renaissance, qui est célébré à travers l'attraction Orbitron Machine Volante, dont le design s'inspire de ses carnets d'esquisses. Et puis évidemment, on ne peut pas passer à côté de la figure de Jules Verne, donc figure française de l'anticipation, de la science-fiction. L'écrivain français est mis à l'honneur dans l'une des attractions les plus célèbres et les plus populaires de Disneyland Paris. Space Mountain, inauguré en mai 1995. Space Mountain a deux sources d'inspiration. La première, c'est l'histoire, enfin le roman de Jules Verne de la Terre à la Lune. Et l'autre influence, c'est le cinéma de Méliès. Quand les chariots arrivent au sommet de Space Mountain avant la chute type Grand 8, il y a un moment où il y a le silence et le noir complet. Et dans le noir, on voit la Lune avec la fusée qui est plantée dans l'œil de la Lune. Et ça, c'est tiré d'un film de Méliès. Parfois, c'est l'attraction dans sa globalité qui a été conçue pour séduire le public français. Comme le train de la mine. Cette attraction phare de Disneyland Paris présente une particularité. Elle est la seule au monde à être située sur une île nichée dans un paysage de Far West. Pour le côté Far West, Disney s'est posé la question en disant mais c'est quoi les États-Unis pour les Européens? Et donc c'est le western, et donc c'est ces grandes prairies, c'est les terres rouges qu'on peut voir dans les films, etc. On est abreuvé de films américains en permanence. Et là, les références, c'est les références du western classique, qui n'a rien à voir avec la frontière historique, en fait. À l'occasion de ses 30 ans, Disneyland Paris va encore plus loin dans ses attractions. Le parc s'approprie à son tour un monument de la culture américaine, les super-héros Marvel. Nous sommes le 27 février 2018. Le chef d'État Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée Bob Iger, le PDG de la Walt Disney Company. Aujourd'hui, la Walt Disney Company annonce un plan d'investissement supplémentaire de 2 milliards d'euros pour développer Disneyland Resort Paris. Et cette rencontre est historique, car le patron de Disney annonce un plan d'expansion colossal du parc. Une transformation de Walt Disney Studios incluant 3 nouvelles zones thématiques dédiées. Comme Marvel, la Reine des Neiges et un 3e gardé secret pour le moment. C'est l'investissement le plus important de Disneyland Paris depuis son ouverture en 1992. Une très bonne nouvelle pour la France, qui avec Disneyland comptabilise 6,2% de ses recettes touristiques. Le land Marvel, Avengers Campus, est actuellement en préparation et devrait sortir de terre dans quelques semaines. En effet, on va pouvoir maintenant retrouver les super-héros Marvel dans Avengers Campus. Donc il y aura une nouvelle attraction pour les 30 ans basée sur Spider-Man et une ancienne attraction qui va être rethématisée en fait sur Iron Man. Mais si on crée aujourd'hui un land Marvel, c'est pour s'adapter aux nouveaux usages et aux nouveaux héros qui font rêver les enfants et qui font rêver les jeunes. Je pense qu'un jeune qui vient voir un héros Disney, il est moins fasciné par Blanche-Neige que par Black Widow. C'est Disney qui s'adapte à son époque. Et Disneyland est en perpétuelle évolution. C'est pour ça que vous pouvez y aller. Vous dites j'ai tout vu. Non, non, non. Si vous revenez dans 2 ans, vous n'aurez pas tout vu parce que beaucoup de choses auront changé et évolué. Mais une attraction demeure intemporelle dans le parc parisien. Vous ne pouvez pas la manquer. C'est l'attraction incontournable de Disneyland Paris. Le château de la Belle au Bois dormant. Ce château, c'est le cœur du parc. Je l'ai vu en construction et j'ai vu petit à petit la magie s'installer. La Belle au Bois dormant, si je l'avais croisée, ça ne m'aurait pas étonné du tout. Avec ses 43 mètres de hauteur et ses 16 tours, le château de la Princesse Aurore semble sorti tout droit d'un conte de fées. 30 ans après sa construction, c'est le château le plus visité d'Europe. Symboliquement, quand le parc d'Euro Disney a ouvert à Paris, le guide Michelin a sorti une édition spéciale avec, sur la couverture, le fameux château. Donc ça a été en quelque sorte la marque de fabrique du parc Euro Disney dès le début. À l'occasion de son anniversaire, Disneyland Paris a décidé d'offrir à son château une mise en beauté exceptionnelle.
Depuis l'ouverture du parc en 1992, l'édifice n'avait jamais été rénové intégralement. La France, c'est Versailles, c'est le Louvre, c'est Chambord, et aujourd'hui, c'est le Château Rose de Marne-le-Vallée. 12 mois de travaux et 50 000 heures de travail ont été nécessaires pour redonner au château de la Belle au Bois dormant son éclat et sa splendeur d'origine. Les ouvriers, sélectionnés parmi les meilleurs de France, ont travaillé sans relâche. 20 000 ardoises sur mesure, 200 tonnes d'échafaudage, nettoyage des vitraux ou encore renforcement des ferronneries. Rien n'est trop beau pour célébrer les 30 ans du parc. Le château est entièrement peint à la main, avec plus d'une dizaine de tons de rose et d'autres couleurs. 41 000 à peu près vraies feuilles d'or. On prend la feuille avec la brosse et on la pose sur la tour. Et c'est vraiment un travail d'orfèvre. Ces artisans ont notamment travaillé à la réhabilitation de Notre-Dame de Paris ou du Panthéon. Vous avez 15 000 personnes qui travaillent à Disneyland. Vous avez des doreurs à la feuille d'or, vous avez des gens qui travaillent sur des vitraux. À l'heure où on parle de préserver des métiers qui sont presque oubliés, Disneyland sait le faire. Il y a cette image que le parc à thème est une fête foraine en carton-pâte, alors qu'en réalité, les décors sont faits avec beaucoup de soins, beaucoup de détails. Il y a vraiment des artisans, des vrais matériaux qui sont utilisés. Pourtant, il y a 30 ans, créer un château de contes de fées en France n'était pas une mince affaire pour les concepteurs du parc. La France est un pays qui compte plus de 35 000 châteaux. Aux États-Unis, je serais bien en peine de vous citer un château. Alors il faut imaginer que créer un château de contes de fées dans un pays où on a des châteaux de contes de fées sur le bord de la Loire et ailleurs dans d'autres régions, il a fallu se démarquer un petit peu. Ils vont réfléchir à un château qui serait plus de contes de fées plutôt qu'un château du Moyen-Âge. Et on va trouver ce travail de Evan Earle, qui était le concepteur graphique de La Belle au Bois dormant. On va se replonger dans ces travaux et puis faire un château beaucoup plus haut, beaucoup plus coloré aussi. Les créateurs de Disney ont créé une structure qui est vraiment nouvelle. Un beau château, bien profilé, avec ses 16 tours qui rappellent les 16 ans de la princesse Aurore, puisque c'est le château de La Belle au Bois dormant. Un château sorti tout droit de l'imaginaire, mais que les architectes ont voulu au plus près de la culture française. Les artistes de Disney vont s'inspirer du Mont-Saint-Michel, vont aller dans plein de châteaux, à Pierrefonds, regarder les détails de Notre-Dame. En fait, c'est un espèce de patchwork de plein de détails d'architecture française, mais à la sauce conte de fées. Le château, au départ, la première source, c'est une enluminure dans un livre qui s'appelle Les Très riches heures du duc de Berry, dans lequel figure le premier château qui se trouvait au cœur de Paris, là où il y a aujourd'hui le Louvre. On a les ardoises sur les toits qui peuvent rappeler les hospices de Beaune. On a nos petits escabeaux de Bourgogne qui descendent sur la toiture de l'une des tours. Voilà, on a quelque chose d'assez extraordinaire. Rien n'est laissé au hasard dans le château d'Aurore. À l'intérieur aussi de l'édifice, de nombreux éléments font référence au patrimoine français. Et puis quand on rentre à l'intérieur du château, il est aménagé, on a une galerie avec des vitraux faits avec la technique des vitraux ancestrales. On fait les vitraux du château de Disneyland comme on fait les vitraux d'une cathédrale. Les concepteurs du château ne se fixent aucune limite. Pour construire et décorer cet édifice, ils font appel aux meilleurs dans leur discipline. Comme Paul Chapman. Il est anglais, il a 80 ans, mais il est l'un des vitraillistes les plus renommés au monde. Donc on a fait revenir sa retraite pour faire les vitraux du château. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Les tapisseries qu'on peut voir dans la galerie ont été faites par Buisson, donc patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a vraiment cette volonté que ce ne soit pas factice. Autre inspiration française, vous n'y avez sûrement jamais prêté attention, mais la coupole de vitraux au plafond est une référence au château de Chambord. L'édifice renferme aussi une autre référence, et pas des moindres. Des fleurs de lys sont disséminées un peu partout dans le château. C'est le symbole des rois de France. Et pour rendre le château unique, Disneyland a choisi d'habiller l'édifice d'une couleur très originale. Les concepteurs du parc vont décider de manière assez audacieuse de le peindre en rose parce qu'ils disent que le ciel de Disneyland Paris n'est pas le ciel de la Floride et que c'est pas toujours très bleu et que donc le rose se détacherait plus sur un fond gris. Plus qu'un joyau architectural, le château est une attraction à part entière. Elle permet à chaque visiteur de se plonger dans l'univers du chef-d'œuvre de Walt Disney, La Belle au Bois dormant. Tous les détails comptent, rien n'est laissé au hasard.
Par exemple, les architectes ont eu recours à une technique très précise pour attirer l'œil du visiteur, le polage. L'œil de bœuf que l'on peut voir à l'entrée du château présente des motifs différents en fonction du temps et de la lumière. On peut y trouver soit une rose, soit des oiseaux. Et c'est une référence directe au dessin animé, puisque les deux premiers dons qui sont faits à la princesse Aurore, qui sont le don de la beauté et le don du chant. On pénètre au cœur de la féerie. On pénètre au cœur du dessin animé pour moi quand on passe les portes. Mais depuis 30 ans, le trésor le plus recherché par les 30 millions de visiteurs annuels se cache dans les profondeurs du château. Ce dragon gigantesque, qui n'est pas maléfique transformé en dragon, contrairement à ce que beaucoup pensent, qui est un dragon élevé par Merlin l'Enchanteur, et puis voilà, qui est devenu gigantesque en grandissant. On a voilà cette pièce qui est unique, ce robot qui est superbe et qui complète un petit peu le décor. Cette créature légendaire est le plus grand robot animé appelé Animatronic de Disneyland Paris. Le deuxième au monde, derrière celui de Shanghai. Il mesure 27 mètres de long et pèse environ 2 tonnes. Lorsque vous vous rendez dans sa tanière, prenez garde. Car si on peut l'entendre respirer, par moments, il lève aussi la tête en crachant de la fumée et en bougeant ses griffes. Vous l'aurez compris, le château depuis 30 ans est le plus bel ambassadeur des contes de Disney et la fierté du parc Disneyland Paris. Rien d'étonnant alors qu'il soit l'un des monuments les plus emblématiques et les plus photographiés au monde. Mais c'est aujourd'hui l'endroit le plus tendance où on peut se prendre en photo parce que tout est beau, tout est joli, les choses sont hyper léchées, hyper cadrées. Ils ont créé le château des rêves et au pays des rêves. De l'aveu même des dirigeants de Disney, le royaume français de Mickey devait être le plus beau, le plus romantique et le plus soigné de tous les parcs. Il fallait quelque chose qui puisse concurrencer le centre-ville de Paris. Il faut faire plus détaillé, il faut faire plus romanesque, plus patrimonial en quelque sorte. Rien n'est laissé au hasard et j'ai envie de dire presque le moindre caillou va avoir son importance ou son petit secret. Voilà, il fallait que le parc soit à la hauteur. À Disneyland, le moindre détail compte. Avec 35 000 arbres, 450 000 arbustes et 1 million de fleurs plantées à l'année, Disneyland est le premier jardin d'Europe. On est à peu près 120 personnes pour une quarantaine de jardiniers. Et on est 2 architectes paysagistes à travailler dans le service pour planter les fleurs et pour les entretenir et aussi tous les végétaux du parc. Un travail d'orfèvre organisé au millimètre près. Notre enjeu, c'est d'avoir un parc qui soit un peu toujours le même 365 jours par an. En Seine-et-Marne, avec ce climat vraiment particulier. Donc c'est à la fois une difficulté, mais en même temps, c'est ça qui fait tout le sel aussi du métier. Donc c'est vrai que pour les jardins tropicaux, on utilise des variétés de plantes qui sont en capacité de tenir les gelées. Donc il existe des palmiers qui tiennent les gelées. Souvent, on fait appel à des végétaux asiatiques. Parce que sur le continent asiatique, ils ont des journées très très chaudes et des nuits extrêmement froides. Disneyland Paris aime les défis. Et pour fêter ses 30 ans, le parc ne compte pas échapper à la tradition. Les concepteurs ont imaginé 10 nouveaux jardins féeriques composés de 3 sculptures tournant sur elles-mêmes. Chacune représentant un héros de l'univers Disney. J'aimais bien le côté moulin à vent des enfants. Je trouvais que c'était intéressant de travailler sur un parc qui est dédié aux enfants, de partir d'une chose assez simple comme ça qu'on a sur les plages, comme ça, et de jouer avec le vent. Donc je me suis intéressé beaucoup aux mobiles. J'ai commencé par dessiner des mobiles et lorsque j'ai commencé à travailler dessus, je voulais justement faire redécouvrir finalement tout un patrimoine de Disney vers quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Des sculptures modernes et originales sur lesquelles les concepteurs ont travaillé minutieusement pendant 8 mois. La forme, la couleur ou encore le mouvement, chaque détail compte pour raconter une histoire. Ce qui était en jeu, c'est de mettre en relation 3 personnages qui ne font pas du tout partie de la même histoire, mais qui ont une thématique qui les rejoignent en fait. Là, on est devant le jardin merveilleux. Donc, on a Dembo, Winnie l'ourson et Tigrou et le chat du Cheshire. Donc, ils ont chacun leur petit univers avec chacun une berge. Parce qu'en fait, Winnie l'ourson, il est en train de naviguer sur son parapluie avec Tigrou. Donc, il lui fallait une pièce d'eau.
Donc ils ont chacun une berge colorée, donc une berge dans les tons verts pour Dembo, une berge dans les tons violets pour le chat. Et en plein milieu, cette pièce d'eau. Et comme on ne pouvait évidemment pas mettre d'eau, donc là on a travaillé avec des diamants de verre qui sont dans des nuances de bleu différentes. C'est vrai que je me suis beaucoup amusée aussi avec les différents matériaux pour pouvoir en mettre un petit peu partout. Et après pour le chat du Cheshire ici, j'ai vraiment essayé de rechercher la variété de fleurs qui chantent dans le dessin animé. Donc on a ces petites pensées comme ça à moustache qui s'appellent les pensées cats. On retombe complètement en enfance en dessinant ce genre de choses. Là, pour retrouver exactement la bonne variété de pensées, moi j'ai re-regardé le dessin animé. Donc j'étais dans mon bureau comme ça à regarder le dessin animé et à chanter aussi en même temps que les fleurs et à me dire « Ah, c'est celle-là il faut absolument que je trouve celle-là ». Mais le plus fou pour les équipes de paysagistes a été de retranscrire la couleur iridescente, la couleur phare des 30 ans du parc. Un mélange de bleu, de violet et de fuchsia qui change de teinte en fonction de la lumière. La lumière, c'est toujours quelque chose qui rend plus de mystère, qui donne plus de poésie. Il y a aussi un éclairage sur les arbres derrière, sur les buissons qui changent de couleur. Donc du coup, ça donne des fonds différents, c'est changeant, c'est chatoyant. Puis pour certains jardins, il y a une nouveauté. C'est ces plantes qui réagissent à la lumière noire. On a l'impression d'être dans un film d'Avatar. Donc ça, c'est encore une autre dimension qui était innovante. Être immergé dans un univers, ça passe simplement par la stimulation des 5 sens parce que c'est comme ça qu'on va percevoir l'extérieur. Donc il y a la vue qu'il va falloir travailler. Placez-vous devant un bâtiment sur Main Street, regardez les fenêtres du rez-de-chaussée, les fenêtres du premier étage et les fenêtres du deuxième étage. Elles sont de plus en plus petites. Ça, c'est un truc de cinéma. Mais n'oublions pas les bruits qui sont omniprésents à Disneyland Paris. Il y a le son, parce qu'il faut s'arrêter devant les immeubles. On entend le dentiste arracher une dent à l'un de ses patients. Le goût aussi, ça fonctionne dans la restauration proposée. C'est pas une attraction dans un coin, un restaurant dans un autre. Car l'expérience Disneyland est également dans l'assiette. Avec 59 restaurants et 16 millions de repas servis par an, Disneyland Paris fait aussi voyager vos papilles. Et à l'occasion de ses 30 ans, le royaume de Mickey a mis les petits plats dans les grands. Il est 10h au délice de Minnie. C'est ici, en coulisses, que toutes les pâtisseries du parc sont confectionnées. Parmi les 30 pâtissiers qui s'affairent aujourd'hui en cuisine, Sophie, 22 ans, et Thomas, 36 ans. Comme chaque matin, c'est le coup de feu avant que les visiteurs viennent savourer les pâtisseries spécialement conçues pour les 30 ans. Il y a toujours une petite pression, mais une pression positive quand on sort les commandes le matin et qu'on voit les quantités à faire sur la journée. Et Sophie et Thomas ne doivent pas tarder, car les gourmands commencent déjà à affluer devant le salon de thé Victoria's. Bonjour, je vous en prie. Et avec 2000 douceurs à préparer aujourd'hui, tout doit être parfait. Il faut savoir qu'on fait les mêmes desserts tous les jours. On fait du frais tous les jours. Donc on n'a pas droit à l'erreur. C'est une chaîne de travail très importante. Ouais. Et tous les jours, chacun ramène sa petite touche de magie sur tous les desserts. Oui, bien sûr, c'est une fierté pour toute l'équipe. Les pâtisseries à Disneyland Paris sont essentiellement faites maison. Une exigence de tous les instants, notamment dans un pays où la bonne chair est fondamentale. Le fait qu'on soit en France et en plus en région parisienne, la gastronomie, ça reste une image importante. Donc on essaie vraiment de pousser le détail au maximum. Alors là, il nous reste les choux avec une mousse myrtille. Et les têtes de Mickey, c'est des millefeuilles. Donc il y aura 2 mousses différentes. Il y a une mousse myrtille et une mousse framboise. Et la cerise sur ces gâteaux, c'est bien entendu Mickey, le roi incontesté de ces pâtisseries. Et Mickey, ça reste le personnage emblématique, ça marche à tous les coups. Donc il est important de le mettre quand même régulièrement dans les assiettes, partout dans le parc. Ouais. Si Mickey n'était pas présent, ça serait différent et sûrement un peu moins magique. Super. C'est prêt à être envoyé et dégusté. Tartelettes, choux craquelins, dôme anniversaire, petits millefeuilles. Les pâtisseries confectionnées ne peuvent être dégustées nulle part ailleurs qu'à Disneyland Paris.
Pour retrouver ces pâtisseries, il faut obligatoirement franchir les portes du parc. Cette famille est venue spécialement d'Angleterre pour tester la toute nouvelle carte de dessert. Manger quelque chose avec un personnage dessus, c'est tout de suite plus magique. C'est vraiment bon. C'est du marshmallow? Oui, c'est ça. Oui, c'est du marshmallow. J'aime bien celui-là. Tu aimes bien celui-là? Ah oui? Est-ce que tu veux goûter celui-ci? En 30 ans, Disneyland a su relever son principal défi. Accueillir les visiteurs dans un parc plus vrai que nature. C'est la coupure absolue. Vous entrez dans un univers, vous laissez à la porte le reste du monde. Le taux d'inflation, le taux de chômage, l'insécurité, les immeubles en béton, les voitures qui polluent, tout ça, voilà, c'est terminé. Vous êtes dans un univers qui est une bulle. C'est l'accès au rêve. Et ça, le rêve, franchement, ça n'a pas de prix. Et pour prolonger le rêve, le parc s'offre un nouveau look. 30 ans, ça se fête. Et pour souffler ses bougies, le parc s'habille d'un nouveau logo. Mais avez-vous remarqué sa forme très particulière? Votre œil est d'abord attiré par les chiffres 3 et 0. Mais si vous observez bien, comme par magie, vous distinguerez les oreilles et la tête de la plus célèbre souris du monde, Mickey Mouse. Car que serait Disneyland Paris sans sa souris mythique? Et ce n'est pas au Flora's Boutique, l'un des magasins phares de Main Street, que l'on dira le contraire. Dans les produits qui marchent le mieux en général, il y a les oreilles. Les oreilles de Mickey, Minnie, chacun décidera. C'est un peu notre icône en fait. Car à travers ces incontournables accessoires estampillés Mickey, les visiteurs veulent avant tout vivre la magie du parc à 100%, quitte à dépenser de petites fortunes, de 2 € le tote bag à 350 € le sac ultra luxe. Souvent, quand on arrive à Disneyland Paris, on a des visiteurs qui veulent tout de suite faire partie de l'histoire. Et donc, pour faire partie de l'histoire, ils souhaitent s'équiper. Une paire d'oreilles, un t-shirt, un sweatshirt. Enfin, tout de suite, c'est se mettre dans l'histoire Disney. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, et comme tous les après-midi depuis le début du 30e anniversaire du parc, il y a du monde au Flora's Boutique. Bonjour. Bonjour. Vous voulez une information? Vous cherchez une taille peut-être? Ça, en 36 ou 6 ans, 5-6 ans. Alors, si c'est en 5-6 ans, ça sera sur l'autre mur, parce que là, c'est bébé. Oui, et après, on a... Ah, vous avez pour bébé et pour... D'accord. Et pour Emmanuel, manager et en poste depuis 24 ans à Disneyland Paris, la raison est évidente. Tout ce qui est siglé 30e, eh ben, les gens se les arrachent, parce qu'ils vont se dire, moi, je suis venu à Disneyland Paris en 2022, je sais où j'étais, et ça faisait, voilà, les 30 ans. C'est incroyable de se dire, je suis venu à Disneyland Paris, et peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il dit, bah voilà, ce sac à dos, ce sweatshirt, cette casquette-là, je me rappelle, je l'ai acheté à Disneyland Paris, rappelle-toi, il faisait beau ce jour-là. Les visiteurs peuvent choisir parmi 365 nouveaux produits développés à l'occasion du 30e anniversaire. Et il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour toutes les nationalités. Hello. Bonjour, vous venez d'où? Des États-Unis. Des États-Unis? Vous êtes ici juste pour nous? Oui, juste pour venir vous voir. Ah, on a de la chance. Je suis déjà allée à Disneyland en Californie, mais ici, oui, c'est différent, c'est tout aussi sympa. Et j'adore ce parc. J'ai acheté tellement de choses, la boule à neige du 30e anniversaire, plein d'autres souvenirs, tout ce qui est rentré dans mon sac. Tout mon budget y passe, mais je suis fière de travailler pour ça. Et du coup, les oreilles y passent quand même. Et puis le verre, comme tous les ans, il y en a un qui sort. Donc voilà, je suis contente d'avoir. Ici, c'est les rêves d'enfants qui deviennent réalité, je trouve. Voilà. Mickey, un rêve devenu réalité pour Walt Disney. Il crée ce personnage en 1928. La légende raconte que dans le train qui le ramène jusqu'en Californie, il est avec Liliane, sa femme, et il aurait gribouillé sur un bout de papier une petite souris. 2 oreilles rondes, une tête ovale et un petit sourire malicieux. Mickey est né.
Pour Walt Disney, ce nouveau personnage s'inspire d'un animal de la ferme qu'il a découvert dans son enfance. Un animal mutin et espiègle. L'histoire de Mickey, c'est véritablement le début de Disneyland. Ça, c'est ce à quoi Mickey ressemble aujourd'hui. Mais il fut un temps où il n'était pas aussi réussi. Mickey, à l'origine, c'était le sale gosse. C'était une petite souris qui faisait des bêtises. Mais pour se démarquer des autres personnages qui existent à l'époque, Walt Disney va frapper fort et parier sur une technologie révolutionnaire. Et pour se démarquer, Disney décide de miser sur une innovation à l'époque qui est le son. Et donc il se met en tête de synchroniser du son sur l'image, ce qui n'avait pas été fait auparavant pour un film d'animation. Donc là, il faut imaginer un concert de casserole dans les studios pour enregistrer les instruments. Mickey donne naissance au premier dessin animé sonore de l'histoire, Steamboat Willie, Willie le bateau à vapeur en français. Les gens viennent voir une souris à la barre d'un navire et la souris sifflote. Et personne n'a jamais vu ça avant. Donc forcément, ça crée un engouement énorme et Mickey devient une star en quelques semaines. Walt Disney, grâce à Mickey, inscrit son nom dans l'histoire. La petite souris devient très vite grande. Plus qu'un personnage, un siècle plus tard, Mickey s'impose aujourd'hui comme une icône à laquelle tout le monde peut s'identifier. Je vous mets au défi de me trouver un petit garçon ou une petite fille française ou français qui ne connaît pas Mickey ou Minnie, c'est impossible. C'est impossible. En fait, Mickey, il a cette force graphiquement. On demande à n'importe qui, à peu près sur la planète, de faire un rond noir avec 2 ronds noirs au-dessus. Et il y a 100% des gens qui vont reconnaître Mickey, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 personnalités dans le monde qui sont unanimement connues. La reine d'Angleterre et Mickey Mouse. C'est les 2 personnages que je pense, nous, 7 milliards ou 7 milliards et demi d'êtres humains, on partage tous en commun. Et Mickey est évidemment chez lui à Disneyland Paris. Il accueille les nombreux visiteurs, mais il se cache aussi un peu partout dans le parc. Les spectateurs le savent peu, mais dans chaque attraction, il y a Mickey. Donc Mickey symbolisé, Mickey stylisé, c'est-à-dire un gros rond et puis 2 petits ronds pour les oreilles. Un visage mondialement connu et qui pourtant parvient à se dissimuler sur les 2230 hectares de Disneyland Paris et dans la 50aine d'attractions. L'attraction Orbitron, par exemple, à Discoveryland. Lorsque les planètes tournent, elles forment une tête de Mickey. Autre exemple. Dans Pirates des Caraïbes, là je livre le secret, vous verrez à un moment donné 3 tonneaux suspendus au-dessus des bateaux qui passent. Un gros tonneau, 2 tonnelets, c'est la tête de Mickey. Enfin, le Mickey caché est assez visible. Pour les 30 ans du parc, de nombreux Mickey sont encore à découvrir. Il y a d'autres endroits où moi j'ai cherché pendant des années le Mickey caché. Je ne l'ai jamais trouvé. Mais n'oublions pas Minnie, l'éternelle compagne de Mickey. Pour elle, Disneyland va plus loin dans le souci du détail. À l'occasion des 30 ans, le parc lui a offert un relooking complet. Le plus culte des personnages féminins Disney troque son iconique robe rouge à pois pour revêtir pour la première fois un tailleur pantalon. Un choix audacieux, designé spécialement par la créatrice Stella McCartney. Minnie s'ancre définitivement dans une nouvelle ère. Ce look lui va très bien. Je pense que Minnie est une femme d'affaires, c'est une femme qui bouge. Donc la voir en tailleur, pantalon comme ça, je trouve ça très très chic. Elle est magnifique. Elle est classe, c'est une femme moderne. Les personnages Disney, en fait, évoluent avec la société. On avait effectivement une Blanche-Neige avec ses traditions, son prince charmant, et puis la jeune fille qui devient une princesse du jour au lendemain. Et aujourd'hui, ils nous font des princesses qui vivent avec leur temps, des personnages, des super-héros qui vivent avec leur temps. 30 ans après la création du parc, Mickey et Minnie n'ont pas pris une ride et demeurent plus que jamais le symbole de la magie Disney. Plus qu'un parc, Walt Disney a voulu créer un monde à son image. Mais le cinéaste n'aura jamais connu le parc Disneyland Paris. Mais tout porte à croire que le père de Mickey aurait été ému en déjeunant au Walt. Ce restaurant, situé sur Main Street, rend hommage à la vie du cinéaste d'animation. À l'occasion des 30 ans du parc, ce lieu emblématique du royaume Disney s'est refait une beauté après 3 ans de rénovation. Et ce n'est pas le seul endroit où Walt Disney est mis à l'honneur. Disneyland Paris est truffé de détails sur la vie du réalisateur.
Si on va sur Main Street, vous avez la boutique de Flora, une allusion directe à Flora Disney, qui était la maman de Walt Disney. On a aussi tout au long de la rue des petits médaillons de métal qui sont sertis à l'intérieur du trottoir, où on a la mention Elias Disney étant le père de Walt. Ce sont de vraies plaques d'égout qui ont été fournies par des villes américaines. Il y en a une de New York, il y en a une de Cincinnati. Et plus important, dès qu'on arrive sur la gauche, à côté du City Hall, on a une plaque d'égout qui vient de Chicago, qui a été offerte par la municipalité, parce que Chicago, c'est la ville de naissance de Walt Disney. Walt Disney naît le 5 décembre 1901 à Chicago, dans une famille modeste. Sa maman, Flora, est institutrice. Son papa, Elias, a enchaîné tout un tas de métiers. Il a été charpentier, par exemple. Et donc, chez les Disney, voilà, on ne roule pas sur l'or. En ce début de XXe siècle, le droit du travail est inexistant. Les enfants ne sont pas épargnés et Walt doit alors très jeune subvenir aux besoins de sa famille. Il contribue à ramener de l'argent à la maison. Au moment où les Disney habitent à Kansas City, Elias a une petite affaire de livraison de journaux et ses enfants, Roy et Walt Disney, participent à la distribution. Mais dès qu'il a un moment de répit, le futur réalisateur cherche à s'échapper de son quotidien en dessinant. Dans sa jeunesse, il a vécu 4 ans dans une ferme du Missouri, dans une petite ville qui s'appelait Marceline. Et c'est là où vraiment tout son imaginaire a été forgé. Il a vécu avec des animaux, la basse-cour, etc., la nature. Tout un monde de l'enfance où il était préservé. Très tôt, il nourrit cette passion pour l'imaginaire. Il a ses idoles, Huckleberry Finn, les textes de Mark Twain, Jules Verne, Peter Pan par exemple. Walt Disney ne le sait pas encore, mais tous ces modèles lui inspireront le parc Disneyland. Un endroit protégé, dédié aux rêves et à l'imaginaire. Les parcs Disney, c'est un refuge comme le pays imaginaire dans Peter Pan. C'est ça en fait, l'univers de Walt Disney, c'est effectivement un univers idéalisé, comme la ferme dans laquelle il a grandi quand il était petit, c'est-à-dire sans aucun risque. Si vous sillonnez le parc, vous remarquerez que le cinéaste est partout, jusque dans les moindres détails, comme par exemple dans la partie studio de Disneyland. Sur Hollywood Boulevard, on a cette allée un petit peu en trompe-l'œil et les enseignes, certaines d'entre elles font référence à certains éléments de la vie de Walt Disney. Par exemple, Los Feliz, c'était le quartier où lui habitait, où il avait construit sa maison à Los Angeles. Sur Main Street, à l'entrée du parc, le nom du magasin Lily's Boutique n'est pas anodin. L'enseigne est un hommage à l'épouse bien-aimée du réalisateur, Lillian, avec qui il partagera sa vie pendant 41 ans. 30 ans après, le royaume de Mickey n'en finit pas de faire rêver ses visiteurs sous le regard protecteur de Walt Disney, qui semble toujours veiller de loin. On n'est pas des clients, on est des invités dans un parc. On a l'ombre de Walt qui plane au-dessus de nous et il nous accueille toujours. Le premier parc Disneyland naît en Californie en 1955. Face à son succès, d'autres parcs Disney voient le jour. En Floride d'abord en 1971, puis au Japon en 1983. Mais Walt Disney nourrit un rêve depuis longtemps. Implanter son royaume en Europe. Il est question dans la tête de Walt Disney avant qu'il décède et avant même l'ouverture de la Floride d'avoir un parc en Europe parce que après tout les contes de fées sont européens et que quelque part conquérir l'Europe c'est une conquête culturelle aussi parce que le continent de la culture, le continent de la rêverie, du beau, de l'architecture, c'est l'Europe. Le projet Disneyland à l'origine, ce sont 5 univers distincts répartis chacun en pays en anglais des Lands. Main Street USA, l'avenue principale. Adventureland à gauche pour partir à la découverte de contrées inexplorées. À côté, Frontierland, une plongée dans l'époque des cow-boys et des Indiens. En face, Fantasyland et son château. Et enfin, Discoveryland qui présente le futur de demain. Un parc de 55 hectares avec 41 attractions, 7 hôtels, un golf de 27 trous et une parade chaque jour, le tout ouvert 365 jours par an. Une ville dans une ville, du jamais vu à l'époque pour un parc. J'avais assisté à la construction du parc.
Je me souviens être allé avec un casque de chantier voir le château qui sortait de terre. Nous entrions directement dans le monde de la magie. Et là où c'est révolutionnaire, c'est vraiment le concept de parc à thème. Toutes les attractions ont une histoire. C'est pas seulement vivre quelque chose, c'est vraiment, elles ont une histoire, une identité qui est propre, et je pense que c'est là où c'est vraiment novateur. Quand on a demandé à Disney c'est quoi la différence entre un parc d'attractions et un parc à thème, il dit quand vous enlevez les attractions d'un parc d'attractions, c'est un parking. Mais quel pays d'Europe est le plus propice pour accueillir le royaume de Mickey? À la fin des années 80, la Walt Disney Company croule sous les candidatures. Il y a 400 sites qui vont être envisagés par Disney. On va en éliminer certains assez rapidement. L'Allemagne, par exemple, on va se dire les Allemands, ils aiment bien partir en vacances, mais en dehors de leur pays. L'Angleterre se dit c'est un peu trop excentré. L'Italie, on se dit c'est très montagneux. L'Europe de l'Est, c'est encore des pays communistes, on peut pas s'installer. Donc très rapidement, il y a 2 pays qui restent en lice, c'est la France et c'est l'Espagne. Si aujourd'hui Mickey en France est une évidence, 40 ans plus tôt, l'Hexagone ne fait pas forcément l'unanimité. Le côté ensoleillé de Barcelone a beaucoup pesé dans la balance. Il n'y a pas besoin d'être Evelyne Delia pour vous dire qu'il fait meilleur en Espagne qu'en Île-de-France. Mais la position géographique, le rayonnement culturel et l'attrait économique de Paris en Europe ont rapidement raison de la météo. Paris était une très bonne localisation, pas loin des grands centres urbains d'Europe du Nord, facile à rejoindre par les transports. Coup de baguette magique pour le Royaume Enchanté. L'accord définitif est signé ce soir pour la création et l'installation du fameux Euro Disneyland. La Walt Disney Company choisit un site à 32 km de Paris, la ville de Marne-la-Vallée. Les terrains sont moins chers, ce sont des terrains agricoles, c'est plat, accessoirement, ce qui va forcément faciliter la construction. À perte de vue, on ne voit que des champs de betteraves et de cultures céréalières. Mais c'est pourtant ici, en pleine campagne, que va naître la magie. Le premier coup de pioche pour Disneyland Paris commence en août 1988. Et à partir de là, c'est un véritable chantier titanesque qui s'ouvre. Je crois que c'est le deuxième après celui du tunnel sous la Manche. 180 entreprises et 5300 ouvriers travaillent d'arrache-pied pour faire sortir de terre l'univers imaginé par Walt Disney. On va construire aussi la bretelle de l'A4 qui va desservir le futur parc, rallonger le RER A pour arriver jusqu'à Marne-la-Vallée-Chessy, ça n'existait pas. Le projet est pharaonique et s'étend sur presque 2000 hectares. Aujourd'hui, Disneyland est le premier lieu touristique en France. Mais il y a 30 ans, l'arrivée de Mickey dans l'Hexagone est loin de plaire à tout le monde. Quand l'annonce est faite de l'implantation d'un Disneyland en France, on a vraiment l'impression que c'est une partie de l'Amérique qui va s'infiltrer au sein de la campagne française. À l'époque, on va dire que c'est le dernier clou dans le cercueil de la culture française, que les Français ne liront plus, qu'ils vont devenir obèses parce que tout le monde a mangé des hamburgers, qu'on n'étudiera plus la littérature française. On est dans une France différente, qui regarde l'Amérique avec un peu de défiance et, j'oserais le dire, parfois avec un peu de mépris. Parce que la France, pays des Lumières, pays des droits de l'homme, de Voltaire et de Rousseau, va accueillir Mickey et Minnie, qui sont quand même, du point de vue de certains, d'une pauvreté intellectuelle énorme. C'est jamais que 2 souris qui se parlent. On a parlé évidemment d'abandon de la culture française au propos de cette culture Mickey-Coca-Cola qui allait nous décérébrer et nous envahir. C'est assez hallucinant les critiques qu'on lit. Malgré ces critiques, le 12 avril 1992, Disneyland ouvre ses portes. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Si le public se presse pour venir admirer le nouveau parc, le gouvernement français, lui, reste frileux. En fait, quand le parc a ouvert, le jour même, on demande à François Mitterrand ce qu'il en pense. François Mitterrand va dire « c'est pas ma tasse de thé ». Et Jacques Lang, le ministre de la Culture, refuse d'inaugurer le parc pour montrer que ce n'est pas justement un lieu de culture. Mais en 1994, la visite du président des États-Unis en France marque un vrai tournant. George Bush, le président des États-Unis, vient en France et invite François Mitterrand à venir déjeuner à l'auberge Cendrillon. En quelque sorte pour montrer une espèce de réconciliation de la France et de l'aspect culturel des Français envers le parc Disney. Le symbole est fort. L'histoire de Disneyland Paris est en marche.
30 ans plus tard, le parc fait aujourd'hui partie intégrante de notre culture populaire. Tout le monde se reconnaît dans Disney parce que tout le monde y trouve son compte. C'est ça qui est intéressant. Il y a tout pour les jeunes, les parents, les grands-parents, ceux qui vont naître. Et puis, c'est surtout le fait d'être dans un monde tout à fait intemporel. Disney, d'évidence, est rentré dans la culture populaire. C'est sans doute l'un des faits culturels majeurs de l'Occident au XXe siècle. Disneyland Paris émerveille depuis 30 ans plus de 375 millions de visiteurs. Mais l'histoire du royaume de Mickey remonte à bien plus loin dans le temps. Nous sommes alors en 1948 aux États-Unis. Walt Disney surfe sur une grande notoriété dans le monde depuis la sortie au cinéma de son célèbre Blanche-Neige et les 7 nains. Quand Walt Disney réfléchit à son projet, il a déjà une grande expérience dans les dessins animés, mais il a aussi une grande expérience maintenant dans les décors de cinéma, puisqu'il s'est lancé dans la prise de vue réelle. Et en parallèle, on lui demandait souvent d'accéder au studio Disney pour rencontrer les héros et voir un petit peu tout ce monde imaginaire. Walt Disney s'interroge. La solution, ce sont ses 2 filles qui la lui apportent. Elle lui aurait soufflé l'idée d'un parc dédié aux petits comme aux grands. Il y a une légende qui explique la création de Disneyland. C'était Walt Disney qui accompagnait ses filles au parc Griffith de Los Angeles pour leur faire un tour de manège et il s'ennuyait un peu comme les autres parents, assis sur son banc à manger des cacahuètes et à regarder ses filles en train de s'amuser. Et donc il a voulu imaginer un lieu où les parents et les enfants ensemble pourraient passer un bon moment. C'est le déclic pour Walt Disney. Et le réalisateur a une vision bien précise de son premier parc qu'il veut implanter en Californie, bien loin des fêtes foraines de l'époque. C'est un endroit où les gens vont s'évader, en dehors de la réalité. Il faut que ce soit propre, il faut que ce soit vraiment parfait, il faut que les gens soient traités comme des invités. Voilà, on leur déroule le tapis rouge. L'idée, c'est de créer un parc en rupture avec les vieux parcs d'attractions de la côte Est, type Coney Island, qui sont en bout de ligne de tramway, où les gens viennent draguer, boire, fumer, etc. Bon, ça, c'est pas l'esprit de la maison. Walt Disney met alors tout son talent et son savoir-faire de cinéaste pour mener à bien ce projet. L'objectif est de construire plus qu'un parc, un autre monde. Ça y est, c'est ici. Disneyland. Tout est fait pour donner l'impression d'être presque dans un film. On exagère un petit peu tout, les traits, les couleurs. C'est en fait la même équipe, et c'est ça qui est très original, qui travaille pour lui, pour les dessins animés, pour la prise de vue réelle, donc tout ce qui est décor, etc., plateau. Et c'est à eux qu'il demande de travailler sur le projet du parc Disneyland. Mais autour de Walt Disney, personne n'y croit. Tout le monde prédit sa ruine. On parle alors de la folie Disney. Il hypothèque sa maison, la résidence secondaire de Palm Springs est vendue, les assurances vie sont soldées, les économies sont mises sur la table. La Disney, risque sa chemise pour créer Disneyland. Que l'on ouvre le château de Fantasyland. Et pourtant, le 17 juillet 1955, sous une chaleur écrasante, le premier parc Disneyland ouvre ses portes en Californie, à Anaheim, près de Los Angeles. À tous ceux qui viennent dans ce lieu de bonheur, bienvenue. Disneyland, c'est votre pays. J'espère qu'il sera pour vous tous une source de joie et d'inspiration. Merci. Mais rien ne fonctionne comme prévu. Les femmes, elles avaient les talons qui étaient pris dans le goudron, qui avaient fondu et elles ne pouvaient pas avancer. D'ailleurs, même Frank Sinatra s'est retrouvé bloqué sur le pont tellement il y avait du monde, il ne pouvait plus avancer également. Pour Walt Disney, c'est une catastrophe. Il évoque un dimanche noir. Contre toute attente, ce jour va rentrer dans l'histoire de Disneyland. Le premier jour, c'est 27 000 visiteurs qui sont là. À la fin de la semaine, c'est 160 000 personnes qui sont là. À la fin de l'été, ils sont 1,5 million à avoir foulé les allées de Disneyland. Et là, c'est le début d'un succès incroyable parce que les gens viennent voir le monde de Disney. Ils viennent s'évader dans quelque chose qui n'existe pas avant. Il y a un dépaysement qui est total. On ne voit pas le monde extérieur depuis Disney. Il y a des bâtiments qui cachent le monde extérieur. L'histoire des parcs Disneyland est en marche. Celui de Marne-la-Vallée sortira de terre presque 40 ans plus tard. Nouvelles attractions, nouveaux spectacles et nouveaux personnages. 30 ans après son inauguration, Disney n'a pas fini de faire rêver petits et grands.
Et cela pour encore longtemps.